Merci beaucoup Malika, merci à l'équipe de l'ASL de m'avoir invitée. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bon super, n'hésitez pas à me faire signe si vous ne m'entendez plus. Donc dans cette communication, alors attendez, j'ai oublié de mettre mon chronomètre pour bien respecter le temps. Voilà, donc dans cette communication, je souhaiterais montrer ce qu'on gagne à observer le discours du point de vue d'une autre discipline, donc, qui est celle du droit. L'analyse du discours ne relève en effet pas uniquement de la linguistique, je ne vous apprends rien, mais le droit donc, est une discipline qui se penche également sur les mots, leurs usages, dans une approche normative, sachant que le droit ne se contente pas de décrire, il doit trancher. Donc on peut en effet dire que les paroles orales écrites occupent une place centrale à toutes les étapes, notamment dans le droit pénal, l'interrogatoire, le récit des faits, l'aveu, la qualification juridique, l'interprétation de la loi, le procès, etc. Ce ne sont que quelques exemples qui nous montrent à quel point le langage est au centre de la procédure judiciaire en droit pénal. L'analyse du discours y est donc omniprésente. En effet, les infractions en droit pénal sont définies par un élément matériel, des faits, que l'on décrit avec des mots, mais aussi, pour pouvoir qualifier une infraction, il faut pouvoir qualifier ce qu'on appelle un élément moral, c'est-à-dire l'intention de commettre les faits. Et l'analyse du discours est centrale dans la procédure judiciaire lorsqu'il s'agit d'évaluer l'élément moral. Également, à d'autres endroits, l'analyse du discours, ici je vous donne quelques exemples pour contextualiser ma communication, d'autres endroits où l'analyse du discours ou la linguistique est présente, c'est par exemple lorsque des phonéticiens, notamment en Amérique du Nord, cherchent à détecter des marques de mensonges dans les appels d'urgence. Donc par rapport à des gens la mort suspecte d'un nouveau-né, etc. La linguistique joue un rôle très important en Amérique du Nord pour essayer de développer un protocole d'analyse et de détection des paroles mensongères. L'analyse du discours peut aussi se déployer lorsqu'il s'agit d'observer les batailles de mots au cours d'un procès. Un très récent livre de Mathilde Lévesque analyse ainsi le procès Mazan, à travers les stratégies discursives de la défense, dans un livre qui s'appelle « Une résistance à dire le viol ». Donc on voit bien ici les multiples facettes que peut prendre l'analyse du discours lorsqu'elle s'intéresse au droit. Donc tout cela peut être synthétisé dans un type de discipline que l'on appelle la linguistique légale, que certains appellent aussi linguistique forensique ou jurilinguistique. Je vous passe les détails épistémologiques. Il y a parfois, le champ est un peu différent selon les trois termes que l'on nomme, mais je ne suis pas ici pour en débattre. Je ne crois pas que ce soit la chose la plus intéressante. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que cette discipline est relativement récente. Elle s'est développée dans le monde anglo-saxon à partir des années 60. Elle est vraiment en expansion du côté des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada anglais, mais elle est encore très peu connue dans le monde francophone. Alors donc cette expertise des linguistes, elle peut être mise à contribution à différents niveaux. Il faut savoir qu'au tribunal, donc aux États-Unis, mais au Canada, dans le Canada anglophone également, il existe des experts linguistes au tribunal, ce qui n'est pas le cas du tout de la France. Je fais une petite parenthèse, j'ai eu dans ma vie une expérience d'expertise linguistique où je suis allée au tribunal pour analyser des mots, mais j'ai eu un statut de témoin c'est-à-dire que j'étais citée par une des parties. Donc vous imaginez bien le problème que ça peut poser quand on est cité par l'une des parties. Donc on est précisément, le risque c'est d'être partisan parce qu'il n'existe pas d'expertise linguistique au tribunal. Alors maintenant, j'en viens à mes propres travaux, puisque là, je vous ai cité des exemples extrêmement larges de linguistique légale. Mes travaux portent sur la question de la liberté d'expression et donc de ce contentieux de la liberté d'expression. Je crois que vous avez compris qu'actuellement, c'est un enjeu fondamental, la régulation de la liberté d'expression, extrêmement sensible. Je vous rappelle que l'Europe régule la liberté d'expression, que cette régulation est régulièrement attaquée.
je vous renvoie au dernier discours, enfin pas le dernier discours, mais au discours de J.D. Vance qui est venu à Munich nous expliquer que nous, Européens, avons un problème avec la liberté d'expression parce que précisément nous avons des lois qui régulent la liberté d'expression, qui n'est pas absolue en Europe. Je referme cette petite parenthèse sur l'actualité du sujet. Ce qui compte, ce qui est important, donc, il faut savoir que mon point de vue est un point de vue qui est un point de vue réflexif sur le contentieux de la liberté d'expression en France, mais qui ne remet pas en cause cette régulation. C'est-à-dire que je pense qu'on a des lois extrêmement utiles, mais qui, pour autant, parfois posent des problèmes d'application et qui demandent qu'on se penche sur ce contentieux pour essayer d'avoir des jugements qui soient les plus satisfaisants possibles. En effet, on sait que les juges, actuellement, dans un mouvement de remise en cause très vaste de l'état de droit, sont souvent accusés d'acharnement, on les qualifie volontiers de censeurs, et on se rend compte qu'on ne connaît pas très bien ce contentieux de la liberté d'expression, ni ce processus d'appréhension judiciaire des limites de la liberté d'expression. Et aussi, il me semble qu'on a vraiment ce devoir, nous, en tant que linguistes et donc par rapport aux juristes, d'apporter une expertise pour essayer de limiter l'insécurité juridique. Alors, je vais donc maintenant vous présenter quelques cas sur lesquels j'ai travaillé, qui sont beaucoup plus amplement développés dans mon livre dont parlait Malika, Juger les mots, qui paraît le 2 avril chez Actes Sud. Alors avant, je me doute que mon public n'est pas forcément très expert en droit de la presse, donc je vais quand même vous donner quelques éléments. Le droit de la presse, donc vous voyez là je ne vous parle plus de liberté d'expression, c'est le droit en France qui a pour objectif de définir les limites de la parole publique, en particulier lorsqu'elle peut causer un préjudice à autrui. Autrement dit, le droit de la presse, c'est le droit des discours en France. C'est le droit qui régule les discours publics. Il faut savoir qu'on a en France une grande loi, qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui à la fois proclame et protège la liberté de la presse, autrement dit la liberté d'expression, mais aussi en prévoit des limites. Les limites, elles sont finalement assez peu nombreuses. Elles consistent surtout à éviter les préjudices faits à autrui. Donc, il s'agit, pour les infractions principales, de la diffamation, l'injure, la provocation à la haine et la provocation au meurtre. Sachant que la provocation à la haine et la provocation au meurtre envers une communauté, c'est apparu dans la loi sur la liberté de la presse en 1972. Donc c'est une loi qui date de 1881, mais qui a énormément évolué, notamment pour prendre en compte l'évolution des supports, et c'est la loi qui réglemente également les discours sur Internet. Alors, lorsque un discours se retrouve devant le tribunal a pour rôle de trancher pour dire si oui ou non l'expression poursuivie, le discours poursuivi relève de la diffamation, de l'injure, de la provocation. Donc, c'est-à-dire qu'il doit analyser ce discours pour essayer de voir s'il rentre dans l'infraction qui est prévue par la loi. Autrement dit, cela consiste à établir la matérialité des faits, donc établir ce qu'on appelle la matérialité des faits, mais également l'élément moral et donc l'intention. Et lorsqu'on regarde ce contentieux, ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur des analyses juridiques, donc ici on voit bien que c'est à partir des jugements que je travaille, donc au cœur de ces analyses juridiques, il y a deux opérations linguistiques qui ne sont pas nommées comme telles, qui sont au cœur de la qualification de l'infraction. Tout d'abord, la première procédure, la première opération linguistique qui incombe au juge est d'établir le sens des mots. Donc établir le sens des mots, et il s'agit de viser un sens standard, donc c'est-à-dire, par exemple, il faut imaginer qu'une injure, dans la loi, c'est défini comme terme de mépris ou outrancier à l'égard d'autrui. Voilà la définition extrêmement large de l'injure par la loi. Et donc, les juges doivent dire si oui ou non
le mot relève de l'injure. Alors c'est très facile évidemment quand on a des mots comme, qui relèvent de ce qu'on appelle aussi les noms d'oiseaux. Donc si je dis évidemment que quelqu'un est un salaud, là c'est facile de dire que c'est une injure, mais moi ce qui m'intéresse c'est tous les cas où on ne sait pas, où on n'a pas une sorte de liste préalable. Hein. Donc par exemple, est-ce que nazi est une injure? Les juges doivent se prononcer sur ce mot fasciste. Est-ce que c'est une injure? Ou bien pour la diffamation, est-ce que dire de quelqu'un que c'est un homosexuel porte atteinte à sa réputation? Donc tout cela porte sur la question de la charge négative des mots. Et puis on voit bien évidemment que les normes sociétales sont au cœur de ce contentieux. Donc c'est ce que j'essaie d'observer dans mon livre Juger les mots. Mais ce n'est pas là-dessus c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de l'autre opération linguistique qui est au cœur du contentieux de la liberté d'expression, qui est l'établissement de la référence. Donc ce qu'on peut appeler, hein, avec des termes linguistiques, évidemment ce n'est pas comme ça que les juges l'appellent, hein, l'identification référentielle. Il faut savoir, donc je suis obligée de vous donner quelques éléments quand même avant de vous présenter des cas. La loi ne sanctionne pas les délits d'opinion. En France, on a une liberté totale d'opinion. En revanche, on est sanctionnable lorsque on tient un discours qui porte préjudice à un individu ou à une communauté. Donc à un individu ou à une communauté, c'est ce qui fait donc la différence entre la liberté d'opinion et une liberté d'expression qui est limitée par la liberté d'autrui. Hein. C'est-à-dire que pour garantir un débat démocratique, l'idée c'est de ne pas discriminer l'autre, hein, de ne pas lui porter préjudice. Donc dans tous les cas, il s'agit alors d'établir le fait que le discours incriminé cible une communauté définie qui peut être par la race, la religion, le sexe, évidemment je cite, hein, comme c'est dans la loi, le genre, l'orientation sexuelle ou encore le handicap, hein, que le discours appelle à discriminer. Donc maintenant, je voudrais revenir sur ces critères, hein, d'établissement de la référence en essayant d'insister sur les difficultés que ça pose. Donc il y a des cas où c'est extrêmement facile à déterminer, mais d'autres cas où c'est beaucoup plus difficile. Donc comment établir la cible d'un discours haineux, comment l'identifier et comment ne pas tomber dans les pièges du discours, hein. Donc ici, j'essaie d'observer ce contentieux pour voir les difficultés qu'il peut soulever. Je vais m'intéresser donc à deux critères pour étudier le contentieux. Je vous ai dit, on oppose donc l'opinion qui est tout à fait garantie en France. On a le droit d'avoir des opinions abstraites. Et puis la question de viser des individus. Donc la première difficulté, donc le premier critère que j'aimerais examiner, c'est que cette frontière entre opinion et stigmatisation d'autrui, elle s'opère du point de vue lexical sur une opposition très simple en apparence entre des termes abstraits et des termes qui visent une entité humaine. Autrement dit, ça renvoie aussi à une distinction qui a été opérée par le philosophe Ruven Augian, qui distingue l'offense et le préjudice. Donc l'offense, hein, ne porte pas atteinte à quelqu'un, là où le préjudice porte atteinte à quelqu'un. Donc si on regarde la jurisprudence, on constate que des discours qui portent sur les juifs, les français, les musulmans, évidemment à condition qu'ils remplissent d'autres critères, mais du point de vue du critère de l'identification référentielle, sont susceptibles d'être condamnés. Là où à l'inverse, des termes qui désignent des concepts abstraits comme le catholicisme, l'islam, sont souvent considérés comme des critiques d'une idéologie et non comme des attaques contre un groupe humain précis. C'est ce qui explique que le 26 mai 2021, par exemple, un tribunal juge le tweet « Nique la mère à tous les Chinois », je vous préviens, je vais être vulgaire dans ma communication, est une provocation à la haine parce qu'il vise explicitement une communauté d'individus définie par une nationalité, les Chinois. Par contraste, la Cour de cassation en 2011 relaxe les auteurs du propos « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime », considérant que le discours dénigrait la France en tant qu'entité géographique et puis aussi en tant que nation et qu'il n'y avait pas de référence directe aux habitants. Donc vous voyez, la frontière semble extrêmement simple entre les Français, hein, les Chinois
la France, la Chine. C'est ce qui explique que Michel Houellebecq, lorsqu'il qualifie l'islam de la religion la plus con, est échappé à une condamnation en 2002 en raison de l'absence de référence directe aux musulmans. Donc cette frontière, en apparence, est très claire. Cependant, pour la question de la religion, la jurisprudence a été hésitante jusqu'à l'affaire des caricatures de Mahomet, qui a été jugée en 2007. En effet, on a pu voir certains tribunaux condamner, par exemple, une représentation parodique de la scène au motif que cela portait atteinte au jugement des croyants. Donc on voit bien ici qu'il y a eu une sorte de glissement qui a été fait entre un blasphème et puis donc là on voit bien qu'on ne vise pas directement les chrétiens, mais pour autant les juges ont accepté de faire ce glissement. C'est terminé depuis l'affaire des caricatures de Mahomet. Moi, ce qui m'intéresse maintenant dans le contentieux actuel, c'est des cas de figure qui font résister cette frontière qui apparaît si claire. Notamment lorsque Christine Boutin prononce la phrase suivante : « L'homosexualité est une abomination ». Qu'en est-il ? L'homosexualité, en apparence, c'est un terme abstrait. C'est d'ailleurs là-dessus qu'elle joue sa défense, en disant « voilà, moi c'est une opinion, j'ai le droit de penser ce que je veux de l'homosexualité ». Je la paraphrase, je ne la cite pas complètement, pas intégralement ici. Donc sa défense consiste à dire on voit bien que le critère, c'est de distinguer mots abstraits, mots qui renvoient à des individus, donc moi, j'ai le droit de le dire. Le tribunal, en revanche, cette fois-ci, a décidé de condamner. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que ça veut dire que nous avons un tribunal partial, ou wokiste peut-être, pourrait-on l'appeler, qui est particulièrement sensible à la question des homosexuels et qui, donc on voit bien ici qu'on pourrait se dire deux poids, deux mesures, deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on ne va pas condamner quelque chose qui porte sur le christianisme là où on condamnera quelque chose qui porte sur l'homosexualité. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, le tribunal, la Cour d'appel et la Cour de cassation, dans ce cas, sont d'accord et ils condamnent. En revanche, un autre député, qui a lui aussi un problème avec l'homosexualité, dit la phrase suivante : « L'homosexualité est inférieure à l'hétérosexualité, et si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. » Cet individu est tout d'abord relaxé par le tribunal, puis condamné en appel, et à nouveau relaxé par la Cour de cassation. Donc on voit bien ici qu'il y a une incertitude sur la réponse à donner dès lors qu'on sort du cadre extrêmement simple qui est mots abstraits et mots qui renvoient à des individus. Il me semble que c'est un cas de figure où la linguistique pourrait intervenir assez facilement. En effet, l'homosexualité, si on regarde la question de même la morphologie même du mot, c'est le fait d'être homosexuel. Donc on voit bien que le lien est extrêmement fort avec le terme d'homosexuel et donc que le fait que ça rejaillisse sur la communauté est évident. Là où, par exemple, judaïsme, c'est le mot isme renvoie au dogme et pas du tout à la question d'être juif. Là où judéité, au contraire, renvoie au fait d'être juif. Donc là, on voit bien qu'on pourrait avoir un critère lexical extrêmement simple, même si évidemment, ça ne résout jamais tout, parce qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles occurrences, on a de nouvelles questions qui sont posées. Mais vous voyez, là, c'était un cas de figure qui nous montre qu'on a un principe qui est fondé sur le sens des mots, mais que dès qu'on regarde le contentieux, il y a des difficultés qui se posent, mais qui peuvent parfois être résolues par la morphologie lexicale. Autre cas de figure par rapport à ce critère, c'est l'ambiguïté du discours qui prend des détours, c'est-à-dire dès qu'il est figuré, les métaphores, les métonymies. Premier cas de figure, le cas de police. Je ne sais pas, je pense que ça va rappeler des souvenirs à certains. Le groupe NTM, dans les années 90, au cours d'un concert, les rappeurs Cool Chain et Joe Star disent « Nique ta mère, je nique la police, j'encule et je pisse sur la justice ». Ils sont immédiatement poursuivis. La question qui se pose ici est la suivante. Est-ce que la police, c'est une institution ? Dans ce cas-là, ce n'est pas condamnable. Ou bien est-ce qu'il s'agit d'individus et dans ce cas, c'est condamnable. Le tribunal a condamné en justifiant du fait que des policiers étaient présents
dans la salle et donc qu'il s'agissait de viser des individus. Et on connaît bien avec la police, ici on a une métonymie qui est lexicalisée, la police est sur les lieux, qui signifie bien les policiers sont sur les lieux. Autre cas de figure, une députée qui dans un tract, publie les propos suivants: Islam assassin, Islam dehors. Encore une fois, je suis toujours un peu mal à l'aise avec le fait de citer mes exemples, donc je n'aimerais pas que quelqu'un arrive hors contexte et entende ce que je suis en train de dire. Donc, Islam assassin, Islam dehors, qu'est-ce qu'on fait? En effet, du point de vue littéral, on voit bien que Islam, par rapport aux critères que je vous ai donnés, ce n'est pas susceptible d'être condamné. Ce n'est pas écrit musulman assassin, musulman dehors. Il faut savoir que c'est systématiquement comme ça que c'est défendu dans le tribunal. C'est-à-dire, vous voyez bien, moi je parle de l'islam, c'est ma liberté d'opinion. Et ici, les juges ont beaucoup hésité. En première instance, les juges ont condamné en considérant qu'il s'agissait d'une critique des musulmans et que l'islam ici renvoyait par métonymie, et c'est moi qui l'ajoute par métonymie, ce n'est pas ce que dit le tribunal, aux musulmans. Là où la Cour d'appel, à l'inverse, interprète les termes complètement différemment. Elle considère que ces termes ne désignent pas les musulmans, mais seulement la religion elle-même, et dans ce cas, elle fait l'hypothèse, et là encore c'est moi qui l'ajoute, d'une métaphore, à savoir que c'est l'islam qui est pourvu de traits humains, d'une capacité d'action qui est personnifiée, mais pour autant, il y aurait une vraie frontière avec le fait de viser des musulmans. La Cour de cassation, à l'inverse, donc casse cette décision en jugeant que la Cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le fait que les termes ne ciblent pas des musulmans. Donc vous voyez ici, et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur les différentes décisions qu'on peut avoir, c'est que ce sont des cas de figure qui font beaucoup hésiter les tribunaux parce que justement, ça suppose une connaissance des mécanismes de la langue, même si dans beaucoup de cas, je trouve que ce n'est pas tranchable. Mais au moins, on peut mettre des mots linguistiques pour essayer de comprendre ce qui se passe ici. Enfin, je voudrais maintenant revenir sur un dernier critère. Ouais. Mais il est... C'est bon. Ouais, c'est bon. Mais tu me dis, j'en suis à 22 minutes. Mais sur un deuxième critère pour essayer de vous montrer, c'est donc cette question de la référence. Je vous ai dit, là aujourd'hui, je ne me centre que sur la question de l'identification référentielle. Le deuxième critère pour les tribunaux est celui de l'extension. Il faut savoir que pour condamner un discours, il faut viser la totalité d'une communauté. Si on en vise une seule partie, on n'est pas condamné. Donc c'est ce que j'ai appelé le critère de l'extension. Donc le principe général, il est très simple. Si je dis les musulmans, encore mieux si je dis tous les musulmans, tous les Français, je suis susceptible d'être condamnée. Encore une fois, ça dépend de ce que je dis. Je peux dire une phrase sur les Français sans être condamnée. Mais donc ce critère-là, il est fondamental. Là où si je dis les islamistes, les intégristes, je ne suis pas condamnée. C'est ce qui explique, et je pense que vous le savez, que Charlie Hebdo a été relaxé en 2017 pour les caricatures de Mahomet. C'était au prix de ce critère qui était que dans la caricature, c'est dur d'être aimé par des cons, c'était les islamistes qui étaient visés et non pas les musulmans. Donc c'est ce critère-là qui est mobilisé par les tribunaux. Donc un discours qui vise les Corses, par exemple, n'est pas condamné, ni les Bretons. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une communauté définie par une nationalité. Français de souche, il y a eu aussi tout un contentieux sur Français de souche très intéressant qui a donné lieu à des revirements puisque les tribunaux ont dû se demander si les Français de souche étaient une communauté. Vous voyez ici comme l'idéologie peut venir jusqu'au tribunal parce que donc on a eu donc des gens qui disaient si bien sûr ça a une réalité les Français de souche c'est une vraie communauté là où d'autres disaient non en fait c'est une communauté construite idéologiquement, ça ne correspond à rien. Et donc la Cour de cassation a fini par dire que les Français de souche n'étaient pas une communauté. Donc ce qui m'intéresse, je voudrais, juste par rapport à ce critère de l'extension, s'il est compris, vous parlez du cas d'Éric Zemmour.
Éric Zemmour, en effet, a joué un petit peu avec ce critère de l'extension. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais Éric Zemmour est un habitué du contentieux de presse. Hein. Il a, je pense, peut-être 2 procès par an. Et donc, Éric Zemmour dit la chose suivante, donc en 2020. Il dit, mais en fait, j'ai compris le contentieux de la liberté d'expression. Il suffit de dire la plupart. La plupart, c'est le mot magique. Tous, en revanche, nous envoient immédiatement en prison. Voilà son discours, hein, c'est de dire, bah voilà, dès qu'on dit la plupart, c'est bon, on est protégé. Alors, qu'en est-il? Il est vrai qu'il a été relaxé dans une décision de la Cour d'appel de Paris qui a été tout bonnement hallucinante, me semble-t-il. Donc, dans son discours, qui était son discours de la Convention de la droite, voici ce qu'il disait. Les Français sont sous la domination des mœurs islamiques. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation. Alors la Cour d'appel, donc il est d'abord condamné en première instance, et la Cour d'appel dit, ben non, en fait, il ne vise pas une communauté dans son ensemble, puisque ici, on vise des musulmans, certes, mais des immigrés musulmans. Ça, c'est la première interprétation. Donc, immigrés, s'ils sont musulmans, ce n'est pas l'ensemble des immigrés, ce n'est pas l'ensemble des musulmans. Donc, je ne condamne pas. Puis, deuxième argument, c'est de dire que ce sont des musulmans qui affichent une appartenance communautaire. Donc, vous voyez, là, on retrouve à nouveau cette question de est-ce qu'ils visent les intégristes ou les musulmans. Donc, il est relaxé par la Cour d'appel, mais la Cour de cassation décide de mettre fin à cette stratégie dont Zemmour se vante en le condamnant. Et dans une deuxième affaire, dans une affaire où il tient des propos sur les mineurs isolés, il les qualifie de voleurs, assassins, violeurs, et il dit la plupart. Et ici, encore une fois, la Cour a dû se prononcer pour savoir si les mineurs isolés étaient une communauté. Il se trouve qu'ils ont précisément pris Éric Zemmour à son propre piège en citant ses propos sur la plupart et en disant bah, ça suffit, en fait, on arrête avec ce critère de l'extension. Enfin, le dernier exemple, c'est ça qui va aller très vite, qui va me permettre de conclure, c'est sur lorsque Alain Finkielkraut est traité de sale sioniste de merde. Donc, sale sioniste de merde, en 2019, en marge d'une manifestation sur les Gilets jaunes. Il y a un contentieux. Et donc, évidemment, c'est dans une suite, un sale sioniste de merde, bâtard, grosse merde, sale raciste, enculé, nique ta mère. Voilà ce qui était poursuivi par le tribunal. Le tribunal, sans problème, dit qu'il y a une injure. Je crois que ça n'aura échappé à personne, on peut parler d'injure. La question qui se pose est de savoir si c'est une injure à caractère antisémite lorsqu'on dit sale sioniste. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'on est au cœur du débat actuel sur l'antisémitisme. Est-ce que dire de quelqu'un que c'est un sioniste renvoie à sa judéité? Le tribunal décide que oui. Je vous laisse seul juge de cette décision, mais vous voyez combien, en fait, le tribunal peut se prendre part dans des débats de société et qu'il y a évidemment des biais. Donc, je pense que je ne vais pas forcément conclure pour pouvoir terminer. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté.